Bonjour Eduardo Rios-Lipel. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du PS, vous êtes donc membre du Parti Socialiste, j'allais dire de ce qu'il en reste, mais on va attaquer de façon plus soft. Comment va François Hollande? Bon, je crois qu'il va bien, et voilà, il vit sa nouvelle vie. Ouais. Et sa nouvelle vie, c'est quoi? Être chef de l'opposition? Non, je crois pas. Je crois qu'il a d'abord, bien sûr, sa fondation. Ouais. Il a sa fondation La France s'engage. Donc il est très engagé sur tous les projets qu'il va porter avec sa fondation. Mais il ne se désintéresse pas de la France et il ne s'intéresse pas davantage du Parti Socialiste. Donc je crois qu'il a un avis à donner. Et comme plein de gens demandent à le voir, eh bien il reçoit. C'est une bonne nouvelle? Bon, j'en sais rien. En tout cas, c'est une nouvelle. Vous avez besoin de François Hollande? Non, mais je crois qu'il fait partie quand même des personnalités qui c'est ancien président de la République, ancien premier secrétaire. Je crois que c'est assez naturel. Je ne comprends même pas qu'il y ait du débat sur la place d'un ancien président de la République qui connaît si bien les affaires du Parti Socialiste. C'est naturel que de le voir, en tout cas dans le jeu, à donner quelques consignes, ou plutôt quelques conseils à qui? À ceux qui veulent bien lui demander rendez-vous. Et je peux vous dire que ça ne s'arrête pas de frapper à sa porte. Et c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, je vous pose la question parce qu'il n'a même pas été battu, il n'a pas été en position de se représenter. Le candidat officiel du Parti Socialiste a fait 6,36% et c'est un peu son héritage à lui, François Hollande. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il se remette à la manœuvre? Je ne sais pas s'il est à la manœuvre. En tout cas, quand on lui demande son avis, il le donne. Il est certain que la reconstruction du Parti Socialiste dépendra davantage, je le crois, de ma génération. Des nouveaux, mais aussi avec les anciens. Il ne faut pas couper des têtes, il ne faut pas rompre bêtement avec le passé. Il faut faire le bilan critique de notre quinquennat avec François Hollande et tous les autres, et tous ceux qui ont gouverné avec nous. Et il faut qu'on essaye d'avancer. Voilà. Il faut qu'on regarde notre passé avec lucidité si on veut demain compter à nouveau, revenir, parce que nous ne sommes pas tout à fait en très bonne position. Tous ceux qui, présidents de la République, ont été battus à un âge qui n'était pas celui de la retraite, ont essayé de revenir. Je pense en tout cas à Valéry Giscard d'Estaing et à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que François Hollande, aujourd'hui, veut revenir? Je ne le crois pas, je n'en ai pas le sentiment, mais c'est quelqu'un qui aime la politique, qui aime son pays, qui aime les affaires de sa famille politique. Donc, ils se sont concernés. Comme tous les autres, comme tous les socialistes. Mais je ne crois pas que ça peut dessiner quelque chose comme un désir de retour. Vous ne croyez pas ou vous ne le souhaitez pas? Non, moi je crois qu'il faut reconstruire les choses. Et je pense que c'est très compliqué. Vous me posiez tout à l'heure la question en faisant un peu l'inventaire de ceux qui ont présidé jeunes et qui sont devenus des anciens présidents jeunes, qui ont cherché à revenir, Giscard, Nicolas Sarkozy. Vous avez noté qu'aucun des deux n'ont réussi. Ça ne m'a pas échappé. Moi, je crois que l'histoire rend les choses toujours très difficiles pour un ancien président pour revenir. Et c'est pourquoi qu'il faut toujours avoir l'oreille tranquille pour écouter un ancien président de la République. Mais je n'ai pas compris si vous le souhaitiez ou pas. Moi, je souhaite du renouveau. Je crois que ma génération, aujourd'hui, a une place très importante à prendre dans la reconstruction du Parti Socialiste et d'une nouvelle gauche démocratique à offrir aux Français et à construire avec eux. Mais ma préoccupation n'est pas de savoir quel est le prochain candidat à la présidence de la République. D'ailleurs aussi, vous constaterez sur le plan historique avec moi qu'un an avant la date de l'élection, c'est difficile de savoir lequel sera le candidat principal. Ce qui est certain, 4 ans avant, le scénario n'est pas écrit. Non seulement le scénario n'est pas écrit pour la victoire, comme il n'est pas écrit pour les prétendants à l'élection. Donc je crois qu'il faut rester calme. C'est jamais les noms qui circulent en début de mandat qui sont ceux qui seront candidats à la fin. Qui est aujourd'hui le meilleur opposant à Emmanuel Macron? Si j'en crois les sondages, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il faut le dire honnêtement. Aujourd'hui, le Parti Socialiste peine à se faire entendre, mais la seule alternative, pas simplement l'opposition, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le drapeau de l'opposition ou le drapeau de la protestation, de la contestation. Ce qui m'intéresse, c'est la force d'opposition qui peut permettre d'amener une alternative à un moment donné. Et bien là, c'est le Parti Socialiste. Malgré le fait que nous soyons très mal en point, la seule alternative... Et très divisé, Benoît Hamon qui quitte le PS, Martine Aubry qui fait ça... c'est plus le Parti Socialiste. Enfin, ceux qui étaient... il a été le candidat officiel, aujourd'hui il est en dehors du PS, on voit Martine Aubry qui prend des initiatives, Anne Hidalgo dans son sens. Enfin, est-ce que tout ça n'est pas en train d'éclater un petit peu dans tous les sens? Mais ça vous montre qu'il n'y a pas que François Hollande qui pense éventuellement à des manœuvres. Ça veut dire que tout socialiste en ce moment, dans une situation de pré-congrès, pense
à des manœuvres. Moi, je crois qu'il faut arrêter les manœuvres et commencer le dialogue. Voilà ce à quoi j'appelle aujourd'hui. Dialogue avec qui ? Avec les socialistes, entre nous. On ne discute pas assez entre les socialistes. Les gens de ma génération ne discutent pas assez. Il y a des groupuscules par-ci par-là qui cherchent à s'organiser, à faire des choses pour... justement des manœuvres sans doute pour le prochain congrès du Parti socialiste. Je crois que nous avons besoin de discuter avec sincérité, avec humilité, avec beaucoup de rigueur pour travailler, pour reconstruire, réinventer une force de gauche démocratique, à même de construire l'alternative face à Emmanuel Macron. Parce que face à l'impasse Jean-Luc Mélenchon à gauche, personne ne pense que c'est crédible. Il n'a aucune chance de porter la crédibilité. Je ne le crois pas, je ne suis même pas sûr qu'il veuille le pouvoir, Jean-Luc Mélenchon. Mais il veut le pouvoir. Face à une droite qui est déjà avec un président en place, puisque Emmanuel Macron fait la politique de la droite. Les électeurs de droite ne se trompent pas et donc sont tout à fait contents de la politique qu'il mène. Dans 5 ans, vous aurez sans doute Emmanuel Macron qui sera de fait un président candidat sortant de la droite, et donc avec un Jean-Luc Mélenchon incapable de porter quelque chose de crédible, eh bien reste au Parti socialiste d'être la force d'alternative crédible. Mais c'est à nous aujourd'hui de construire cette crédibilité. Nous n'avons pas aujourd'hui de crédibilité. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon est incapable... Pas de ligne politique. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon, je reprends vos termes, est incapable de construire une ligne politique crédible ? Je crois que ça a à voir beaucoup avec sa personnalité. Je crois que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un constructeur, il est davantage un démolisseur. Il est très bon dans ce rôle de destruction, d'opposition destructive. Mais pourquoi il se fâche avec toute la gauche ? Pourquoi il s'est fâché avec les syndicats ? Pourquoi il s'est fâché avec toutes les autres formations de la gauche ? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon veut toujours faire tout seul? Pourquoi tout doit revenir à lui? Pourquoi il veut être le chef de tout, de la gauche, du PS, de l'opposition? Bon, donc, est-ce que ça veut dire l'individualisme politique ne fonctionne pas? Est-ce que ça veut dire que la réunion de la gauche, qu'elle s'appelle l'union de la gauche, comme dans l'ancien temps ou autre chose, ou la gauche plurielle, ou la belle alliance populaire, vous lui donnerez le nom que vous voulez, est-ce que cette réunion de la gauche, qui est probablement la seule manière de reconquérir le pouvoir, doit se faire sans Jean-Luc Mélenchon? Moi, je n'ai pas d'exclusive et je n'ai pas de préalable. Moi, je suis pas capable de céder la place. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être dans la discussion, lui et ses amis. J'ose espérer que la France insoumise ne se réduit pas à Jean-Luc Mélenchon. Mais on voit bien quelle est leur stratégie. Moi, je souhaite qu'il y ait la construction d'une nouvelle gauche démocratique. Et je crois que le Parti socialiste doit être au cœur de cette nouvelle gauche démocratique, face d'une part à l'étatisme libéral incarné par Emmanuel Macron, et face d'autre part à la gauche populiste de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi c'est difficile de s'entendre avec lui? 2 problèmes se posent pour nous, gens de gauche, démocrates de gauche. C'est d'une part son populisme assumé, ça pose quand même un problème de méthode, et d'autre part ses positions sur l'Europe qui conduiraient inexorablement la France à quitter l'Union européenne. Donc sur ces 2 points majeurs, on ne peut pas s'allier avec Jean-Luc Mélenchon. Mais la discussion reste ouverte avec tout le monde, et moi j'ai la conviction sur les autres sujets, seul le Parti socialiste peut... en se réinventant, à mener une alternative crédible à gauche face au pouvoir sortant. Aujourd'hui, le Premier ministre Édouard Philippe présente avec Jean-Michel Blanquer et la ministre Frédérique Vidal, chargée de l'université, un plan qui n'est pas un plan pour mettre de la sélection à l'université, mais qui est un plan pour sélectionner tout de même. Est-ce que c'est une bonne façon de faire, de régler ce problème insensé de l'APB, c'est-à-dire du tirage au sort pour l'entrée dans certaines filières? D'abord, je suis heureux d'apprendre qu'il y a un Premier ministre. On se demande s'il y en avait un. À quoi il sert? En tout cas, il y a un chef du gouvernement, ça, il n'y a aucun doute. Oui, ça, ce sont les institutions, mais je suis pas sûr que les Français ont compris qu'il y avait un chef du gouvernement, quelles que soient d'ailleurs ses qualités. Et j'ai de l'amitié pour Édouard Philippe, par ailleurs, qui est quelqu'un de délicieux. Mais franchement, je ne sais pas à quoi il sert dans le dispositif politique du pouvoir en place. Alors, sur la sélection ou les prérequis, appelons ça comme vous voudrez. Je vais vous dire, moi j'entends une langue de bois, mais vraiment... par les nouveaux députés de La République En Marche qui ont à peine 30 ans, voire moins, mais ce sont de très grands professionnels de la langue de bois pour nous vendre du n'importe quoi. Je crois que l'université française aujourd'hui se meurt du manque de moyens dont elle dispose. Aujourd'hui, on ne comprend pas, c'est la sélection, mais en même temps, c'est l'élève, l'étudiant qui a le dernier mot à la fin. Tout ça n'est pas clair. Il faut des principes simples. Tous les étudiants ont droit à être
tous ceux qui... quelles que soient leurs compétences. Ils ont droit à être dans les universités qu'ils souhaitent. Ont le droit d'être dans les universités. Il faut qu'on puisse accéder davantage à un choix personnalisé. Il est hors de question de laisser des gens à la rue sans affectation, comme on a pu le voir depuis cet été. Moi, je ne crois pas du tout que cette réforme changera quoi que ce soit, pour une raison simple, c'est que le pouvoir actuel ne met pas un rond dans les universités. Question de budget. Et je pense qu'il y a des inégalités extrêmement fortes, criantes, qui vont se poser. Et vous allez avoir une France à deux vitesses dans laquelle vous aurez même des gens qui n'auront pas d'affectation dans les universités. Je trouve que l'université française s'appauvrit avec cette politique. Et ça date du mois de juin? Non, ça ne date pas nécessairement du mois de juin. Je crois que nous avons fait quand même pas mal de choses pour l'enseignement supérieur. Je pense que nous aurions pu faire plus. Mais je vous dis, la langue de bois que j'entends depuis ce week-end, elle est vraiment fatigante. Et ce n'est pas tout à fait des nouvelles pratiques politiques, si vous me permettez. Pas de langue de bois, pas de de nouvelles pratiques politiques en l'occurrence. Merci beaucoup, Édouard Dorian. Merci à vous.